Ouverture, 9h05, place à tous les voyages. Voyage dans la pensée, voyage à travers les éléments, voyage jusqu'en terres australes, ce sera à 10h05. Et tout de suite, départ au long cours avec un brasseur de songes, un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Il y a 120 ans, naissait Gaston Bachelard. Pardon. Monsieur Bachelard, comment ça va? Gaston Bachelard, 1884-1962, rediffusion, histoire et formation de l'esprit scientifique. 2 parties. Gaston Bachelard, bis, archives, 1947-1962. Cette semaine, la philosophie du nom, précédé de Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, radio. Aujourd'hui, le dernier livre. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire, n'est-ce pas? Mais, lisons beaucoup. J'ai amassé bien des choses, mais c'est pas coordonné, n'est-ce pas? Et alors, par conséquent, ce livre-là que je voudrais écrire, je suis un enragé de volonté, malgré les forces qui me manquent. Je le reprends bien souvent, et puis de temps en temps, je dis, oh, voilà, il serait temps, à mon âge, de faire de la philosophie vraie, et alors j'ai un autre livre, comme tout le monde. Voilà, mais vous m'emmenez dans des temps impossibles, je ne sais pas. Vous voulez bien où est ma table? Si je vous montrais ma vitrine, vous verriez ces notes, et puis désastre. Nous avons souvent lu et relu Hyacinthe de Henri Bosco. Jamais 2 fois nous n'avons fait la même lecture. Quel mauvais professeur de littérature nous eussions fait. Nous rêvons trop en lisant. Nous nous souvenons trop aussi. À chaque lecture, nous rencontrons des incidents de rêverie personnelle, des incidents de souvenirs. Un mot, un geste arrête ma lecture. Le narrateur de Bosco tire-t-il ses contrevents pour cacher sa lumière? Je me souviens des soirs où je faisais le même geste, dans une maison de jadis. Le menuisier du village avait découpé, dans le plein des volets, 2 cœurs, pour que le soleil du matin réveille tout de même la maisonnée. Alors le soir, et tard dans la nuit, par les 2 échancrures des volets, la lampe, notre lampe, jetait 2 cœurs de lumière d'or sur la campagne endormie. Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle. Le dernier livre de Gaston Bachelard, publié aux Presses universitaires de France en 1961, est La flamme d'une chandelle, petit livre de simple rêverie, sans la surcharge d'aucun savoir, dans lequel Bachelard, sans s'emprisonner dans l'unité d'une méthode d'enquête, dit, en une suite de courts chapitres,
quel renouvellement peut apporter à un rêveur la contemplation d'une flamme solitaire. Mais si La flamme d'une chandelle est le dernier livre effectivement publié, ce n'est pas le dernier livre auquel Bachelard a travaillé. À quelques mois de sa mort, il avait encore de nombreux projets. Celui d'un livre sur les nourritures aériennes, par exemple, qui devait poursuivre les recherches de l'air et les songes. Celui d'un autre livre qui devait reprendre et compléter tout ce qu'il avait écrit sur le feu jusqu'alors. Un manuscrit de Bachelard qu'il n'a pas eu le temps de revoir et de corriger est resté inédit. Il s'agit de La poétique du phénix. Quelques semaines avant la parution de La flamme d'une chandelle, au moment où Bachelard venait d'obtenir le Grand Prix national des lettres, qui devait le rendre très célèbre, il a eu en novembre 1961 un dernier entretien à la radio, un entretien en forme de bilan avec Roger Pilotin. En réalité, j'étais fort mal parti dans la vie. J'ai eu une jeunesse difficile. Je devais gagner ma vie. Je devais gagner ma vie dans un métier qui ne comportait pas, si vous voulez, en soi un grand avenir. Et puis, venant tardivement à Paris, j'ai suivi des cours de sciences, me suis attaché à la vérité scientifique, et par conséquent, là, j'ai été un bon élève, un élève studieux, qui est passé naturellement les certificats de licence sans grande difficulté. Mais dès que j'étais dans ma mansarde, je me payais tout de même quelques loisirs de lecture. J'ai toujours lu, beaucoup lu. Et beaucoup lu en achetant des livres, même quand je n'étais pas très fortuné. Ces livres ont été, si vous voulez, accumulés dans une bibliothèque que j'ai à Dijon, mais est-ce que c'est un passé de lecteur? Même pas, parce qu'il n'y avait pas de ligne dans ces lectures. Je suis en effet un rêveur de mots écrits. Je crois lire, un mot m'arrête, je quitte la page. Les syllabes du mot se mettent à s'agiter. Des accents toniques se mettent à s'inverser. Le mot abandonne son sens comme une surcharge trop lourde qui empêche de rêver. Les mots prennent alors d'autres significations, comme s'ils avaient le droit d'être jeunes, et les mots s'en vont cherchant, dans les fourrés du vocabulaire, de nouvelles compagnies, de mauvaises compagnies. Que de conflits mineurs ne faut-il pas résoudre quand de la rêverie vagabonde on revient au vocabulaire raisonnable? Et c'est pis lorsqu'au lieu de lire, je me mets à écrire. Sous la plume, l'anatomie des syllabes se déroule lentement. Le mot vit, syllabe par syllabe, en danger de rêveries internes. Comment le maintenir en bloc en l'astreignant à ses habituelles servitudes dans la phrase ébauchée, une phrase qu'on va peut-être rayer du manuscrit? La rêverie ne ramifie-t-elle pas la phrase commencée? Le mot est un bourgeon qui tente une ramille. Comment ne pas rêver en écrivant? C'est la plume qui rêve. C'est la page blanche qui donne le droit de rêver. Si seulement on pouvait écrire pour soi seul. Qu'il est dur le destin d'un faiseur de livres. Il faut tailler et recoudre pour avoir de la suite dans les idées. Mais, écrivant un livre sur la rêverie, le jour n'est-il pas venu de laisser courir la plume, de laisser parler la rêverie, et mieux encore de rêver la rêverie dans le temps même où l'on croit la transcrire? Je suis, ai-je besoin de le dire, un ignorant en linguistique. Les mots, dans leur lointain passé, ont le passé de mes rêveries. Ils sont, pour un rêveur de mots, tout gonflés de Vézanie. D'ailleurs, que chacun y songe, qu'il couve un peu un mot familier entre tous. Alors l'éclosion la plus inattendue, la plus rare sort du mot qui dormait dans sa signification, inerte comme un fossile de signification. Oui, vraiment, les mots rêvent. Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie. Les poètes ont été, si vous voulez, le bon temps de ma vie. Seulement, je n'osais pas porter un jugement sur les grands auteurs. Je ne pense n'avoir rien de ce qu'il faut pour faire un professeur de littérature, parce que j'étais trop libre dans mes lectures. Vous avez lu toute la poésie, tout ce qui se publie. Tout ce que les poètes m'envoient, et vous le savez vous-même, puisque vous avez la gentillesse de m'en envoyer. C'est, si vous voulez, enfin le côté agréable de ma vie d'homme solitaire, c'est que tous les jours, je reçois des livres de poètes.
Et quand j'en parle quelquefois à de savants collègues, ils ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas que ça existe parce que j'étudie naturellement Baudelaire, Mallarmé, naturellement Baudelaire, Mallarmé, je m'étais passionné et je reste passionné de ces deux poètes qui ne se ressemblent pas. Vous voyez par conséquent que la poésie, si vous voulez, c'est le don qui m'arrive de l'extérieur avec une singulière régularité. J'aimerais à ce que on sache qu'il y a toujours des poètes en France. Dans les heureux matins où je suis aidé par les poètes, j'aime à faire le petit ménage de mes mots familiers. J'administre équitablement les joies des deux genres. J'imagine que les mots ont de petits bonheurs quand on les associe d'un genre à l'autre, de petites rivalités aussi, dans les jours de malice littéraire. Qui de lui ou de la porte ferme mieux le logis? Que de nuances psychologiques entre lui rébarbatif et la porte accueillante. Comment des mots qui ne sont pas de même genre pourraient-ils être synonymes? Il faut ne pas aimer écrire pour le croire. Comme le fabuliste qui disait le dialogue du rat des villes et du rat des champs, j'aimerais ça faire parler la lampe amicale et le stupide lampadaire, ce trissotin des lumières du salon. Les choses voient, elles parlent entre elles, pensait le bon estonnier qui leur faisait raconter comme des commères le drame des habitants de la maison. Combien les discours seraient plus vifs, plus intimes entre les choses et les objets, si chacun pouvait trouver sa chacune. Car les mots s'aiment. Ils ont été, comme tout ce qui vit, créés hommes et femmes. Et c'est ainsi que dans des rêveries sans fin, j'excite les valeurs matrimoniales de mon vocabulaire. Parfois, dans des rêves plébéiens, j'unis le coffret et la terrine. Mais les toutes proches synonymies, qui vont du masculin au féminin, m'enchantent. Je ne cesse d'en rêver. Toutes mes rêveries se dualisent. Tous les mots, qu'ils touchent les choses, le monde, les sentiments, les monstres, s'en vont l'un cherchant sa compagne, l'autre son compagnon. La glace et le miroir, la montre fidèle et le chronomètre exact, la feuille de l'arbre et le feuillet du livre, le bois et la forêt, la nuée et le nuage, la vouivre et le dragon, le luth et la lyre, les pleurs et les larmes. Parfois, lassé de tant d'oscillations, je cherche un refuge dans un mot que je me prends à aimer pour lui-même. Se reposer au cœur des mots, voir clair dans la cellule d'un mot, sentir que le mot est un germe de vie, une aube croissante. Le poète dit tout cela en un vers. Un mot peut être une aube et même un surabri. Dès lors, quelle joie de lecture et quel bonheur d'oreille quand, lisant Mistral, on entend le poète de Provence mettre le mot berceau au féminin. Dans ma berce, dit Mistral, dans une berce, quel grand sommeil pour une enfance. Dans une berce, on connaît le vrai sommeil, puisqu'on dort dans le féminin. Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie. Alors là, vous faites allusion à un chapitre bien dangereux que j'ai écrit dans mon dernier livre, La poétique de la rêverie. Mais je me suis confessé, j'aime les mots. Il me semble que j'aurais encore du plaisir à lire des dictionnaires, à rêver sur les mots. Et ce que j'ai dû tout de même un peu trop fantaisiste, juger des mots par leur caractère masculin ou féminin, leur donner un genre d'une rigueur et les mettre quelquefois en communion, mais en hostilité. Je me suis peut-être trop amusé en faisant cela. Et cependant, malgré tout cela, vous vous définissez comme un rationaliste. Ah ben oui, mais c'est pas la même chose. Mais bien entendu, et j'étudie encore, je suis repris par le besoin de lire des livres de mathématiques ou surtout des physiques mathématiques. Maintenant bien sûr. Alors, il s'agit pas de rêver. Il s'agit pas de rêver, j'allais vous le demander. Oui. Il s'agit pas, non, j'ai très bien divisé mon esprit, mes goûts. Quand j'étais pris par mon enseignement, qui était un enseignement vraiment aussi rigoureux que je pouvais,
la chaire que j'avais à la Sorbonne était la chaire d'histoire et de philosophie des sciences. Et je dirigeais en plus l'Institut d'histoire des sciences. Alors, j'avais un programme annuel, j'avais un enseignement tout à fait régulier, mais alors là, pas de plaisanterie. Et évidemment, quand j'ai fait, par exemple, là c'est peut-être rapidement, un livre sur la valeur inductive de la relativité, eh ben, on n'étudie pas Einstein, on ne le comprend pas par des aperçus. Je crois qu'on fait tout le nécessaire pour être un bon élève. Est-ce pas un bon élève qui a essayé par la suite d'intéresser les philosophes à des choses extrêmement précises, n'est-ce pas? Alors là, ne mêlez pas les gens, acceptez de votre ami qui soit en 2 morceaux. Montrez-moi le livre que j'aime encore et qu'on va rééditer, Le rationalisme appliqué et La politique de la rêverie, il n'y a pas de point commun. Il n'y a pas de point commun, et alors là, j'ai l'impression que, je vais le dire encore, le rationalisme appliqué, puisqu'on en fait une autre édition, mais ça me rajeunira de 10 ans, en le sens que je pensais ce que j'ai pensé, avec une obligation d'être précis pour suivre l'axe des pensées scientifiques. Tandis que si je fais encore des livres sur la rêverie, ce que je voudrais bien faire d'ailleurs, eh bien... Il en sortira bientôt d'ailleurs, à nouveau. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Au Presse universitaire de France. Eh bien, le Presse universitaire de France, hein? La flamme d'une chandelle. Comment? Ils vous l'ont dit? Mais oui. Mais alors quand? Eh bien, je crois que c'était un secret. Mais voyez, c'est imprimé sur une feuille. Bon. En décembre 1961, c'est-à-dire le mois prochain, nous aurons un nouveau livre de vous, La flamme d'une chandelle. Et ce sera un livre encore sur l'imagination? Oui, c'est d'ailleurs un tout petit livre. C'est un livre que les presses impriment dans un petit format. Un livre qui ne doit avoir qu'une centaine de pages. Nous proposons de transférer les valeurs esthétiques du clair-obscur des peintres dans le domaine des valeurs esthétiques du psychisme. Si nous réussissions, nous enlèverions en partie ce qu'il y a de diminué, de péjoratif dans la notion d'inconscient. Les ombres de l'inconscient mettent si souvent en valeur un monde de lueur où la rêverie a 1000 bonheurs. George Sand a pressenti ce passage du monde de la peinture au monde de la psychologie. Dans une note ajoutée en bas de page au texte de Consuelo, elle écrit, évoquant le clair-obscur: je me suis demandé souvent en quoi consistait cette beauté et comment il me serait possible de la décrire si je voulais en faire passer le secret dans l'âme d'un autre. Quoi? Sans couleur, sans forme, sans ordre et sans clarté, les objets extérieurs peuvent-ils, me dira-t-on, revêtir un aspect qui parle aux yeux et à l'esprit? Un peintre seul pourra me répondre: oui, je le comprends. Il se rappellera le philosophe en méditation de Rembrandt, cette grande chambre perdue dans l'ombre, ces escaliers sans fin qui tournent on ne sait comment, ces lueurs vagues du tableau, toute cette scène indécise et nette en même temps, cette couleur puissante répandue sur un sujet qui, en somme, n'est peint qu'avec du brun clair et du brun sombre. Cette magie du clair-obscur, ce jeu de lumière ménagée sur les objets les plus insignifiants, sur une chaise, sur une cruche, sur un vase de cuivre. Et voilà que ces objets qui ne méritent pas d'être regardés, et encore moins d'être peints, deviennent si intéressants, si beaux à leur manière, que vous ne pouvez pas en détacher les yeux. Ils existent et sont dignes d'exister. George Sand voit le problème, pose le problème. Ce clair-obscur, comment? Non pas le peindre, c'est là le privilège des grands artistes, mais le décrire. Comment l'écrire? Nous voulons nous-mêmes aller plus loin. Ce clair-obscur, comment l'inscrire dans le psychisme, juste, à la frontière d'un psychisme brun foncé et d'un psychisme d'un brun plus clair? En fait, c'est là un problème qui me tourmente depuis 20 ans que j'écris des livres sur la rêverie. Je ne sais même pas mieux l'exprimer que ne fait George Sand dans sa courte note. En somme, le clair-obscur du psychisme, c'est la rêverie. Une rêverie calme, calmante, qui est fidèle à son centre, éclairée en son centre,
non pas resserré sur son contenu, mais débordant toujours un peu, imprégnant de sa lumière sa pénombre. On voit clair en soi-même, et cependant, on rêve. L'aspect poétique d'une rêverie nous fait accéder à ce psychisme doré qui tient la conscience en éveil. Les rêveries devant la chandelle se constitueront en tableau. La flamme nous maintiendra dans cette conscience de rêverie qui nous garde éveillés. On s'endort devant le feu. On ne s'endort pas devant la flamme d'une chandelle. Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle. C'est un livre que j'écris parce que je ne peux pas achever le livre que je voudrais achever, qui s'appellerait La poétique du feu. Et alors, j'en ai détaché des rêveries plus simples sur la flamme d'une chandelle. C'est tout simple, aussi simple que possible. Et j'ai voulu enlever précisément dans ce petit essai, j'ai voulu enlever ce qui reste tout de même de philosophique dans mon livre La poétique de la rêverie. Vous voyez? Et la poétique du feu dans votre esprit, qu'est-ce que ce serait? Mais la poétique du feu, ça me permettrait de reprendre, si vous voulez, tout ce que j'aurais voulu faire quand j'ai écrit mes livres sur les éléments. Laissez-moi me reporter au passé. Le premier livre que j'ai écrit, au point de vue littéraire, c'est La psychanalyse du feu. Il y a peut-être 25 ans de ça. Il a été réédité plusieurs fois, mais sans modification. Mais quand j'ai écrit ce petit livre, bon, j'étais vraiment dans le domaine que j'abordais, un débutant. Et mes lectures ont continué. Mes lectures ont continué pour faire l'eau. Je ne pensais pas faire l'air après, l'air et la terre. Vous voyez l'évolution de ces livres. Le feu est tout petit, l'eau est plus grande, l'air est plus gros, et pour écrire le livre qui devait achever cette tétralogie, la terre, j'ai eu besoin de 2 volumes. Bon, mais lisant pour nourrir ces livres, je trouvais bien souvent des images sur le feu qui auraient, mon Dieu, si bien gonflé ce petit livre que j'ai amassé des notes, je les ai mis, n'est-ce pas, sur des feuilles volantes, puisque je suis un monstre de désordre. Et j'ai dit un dossier qui est d'une épaisseur impossible. Et alors, de temps en temps, je veux le reconstituer sous la forme de la poétique du feu. Mais alors, j'ai des difficultés. Il faudrait que je sois instruit, n'est-ce pas, en particulier sur la mythologie. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire, n'est-ce pas, mais lisons beaucoup. J'ai amassé bien des choses, mais c'est pas coordonné, n'est-ce pas? Et alors, par conséquent, ce livre-là que je voudrais écrire, je suis un enragé de volonté, malgré les forces qui me manquent. Je le reprends bien souvent, et puis de temps en temps, je dis, voilà, il serait temps, à mon âge, de faire de la philosophie vraie, et alors, j'ai un autre livre, comme tout le monde. Qu'est-ce que ce serait la philosophie vraie? Ça serait sur l'être. Hein? Vous voyez, sur l'être. Alors aussi, j'ai des dossiers très, très volumineux. Pour une fois, vous laisseriez de côté un peu les mots pour parler de l'être? Pas tout à fait. Parce que l'être a besoin de beaucoup de mots. Ce serait surtout l'être parlé. N'est-ce pas? Un livre de métaphysique. Comme tous les vrais philosophes devraient en faire un. C'est moi, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, mais vous m'emmenez dans des temps impossibles, je ne sais pas. Vous voyez bien où est ma table. Si je vous montrais ma vitrine, vous verriez ces notes, et puis des astres. Je ne peux pas bien me relire. Les notes ont été écrites comme ça, d'un coup de main rapide.
Je n'ai aucune technique. J'ai fait deux douzaines de livres, mais j'ai aucune technique. Je ne sais pas. Gaston Bachelard, vous qui avez écrit « Je suis un rêveur de mots écrits », je voudrais vous demander, voudriez-vous nous faire le plaisir de lire une de vos pages? Eh bien, ce ne serait ni un plaisir pour vous, ni un plaisir pour moi. Parce que je lis fort mal. Quand je faisais un cours public et que j'avais une belle page à communiquer à mes élèves, j'étais obligé d'abandonner. Au moment où je lisais, je pensais à autre chose. Il faut par conséquent que je divise ma vie de lecteur dans la solitude muette. Et alors, par conséquent, ça ne me demandez pas de me sacrifier. Je ne sais pas lire. J'ai fait dans un de mes livres, c'est sans doute dans l'air et les songes, un chapitre qui avait retenu l'attention étonnée de Valérie. J'appelais cela la déclamation muette. Et j'expliquais, je crois, dans ce chapitre, que mes yeux entendent, n'est-ce pas? Je goûte un poème dans la lecture. Je ne vis que dans le contact avec le papier imprimé. Le papier imprimé qui est plus proche de moi. Vous ne trouvez pas? Toute votre vie est donc lecture. Lecture, oui. Lecture. Elle est devenue lecture. Car, mon Dieu, j'ai eu des heures actives, j'ai connu la vie Stargard, j'aimais, il y a 25 ans, la vie que nous menions à Dijon, les fêtes entre amis, la marche dans la campagne, j'aimais tout cela, mais finalement, j'ai suivi les nécessités de ma vie et je les accepte sans ennui. Voyez-vous. Alors je ne sors jamais. Devant une flamme, nous communiquons moralement avec le monde. Déjà, en une toute simple veillée, la flamme de la chandelle est un modèle de vie tranquille et délicate. Sans doute le moindre souffle la dérange, tout de même qu'une pensée étrangère dans la méditation d'un philosophe méditant. Mais que vienne vraiment le règne de la grande solitude, quand sonne vraiment l'heure de la tranquillité. Alors la même paix est au cœur du rêveur et au cœur de la flamme. Alors la flamme garde sa forme et court, toute droite, comme une pensée ferme à son destin de verticalité. Ainsi, dans les temps où l'on songeait en pensant, où l'on pensait en songeant, la flamme de la chandelle pouvait être un manomètre sensible de la tranquillité d'âme, une mesure du calme fin, d'un calme qui descend jusqu'au détail de la vie, d'un calme qui donne une grâce de continuité à la durée que suit le cours d'une rêverie paisible. Voulez-vous être calme? Respirez doucement devant la flamme légère qui fait posément son travail de lumière. Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle. Je suis en équilibre avec mon sort. J'ai connu toutes les misères de la vie. C'est le besoin de travailler, le besoin de suivre l'évolution de mon pays, l'évolution de la pensée, l'évolution de la poésie, d'être au contact autant que je pouvais avec tous les jeunes poètes qui viennent encore me voir comme vous. Eh bien, ça, c'est tellement sincère en moi que je vous donne l'impression du bonheur. Mais tout le monde peut voir cette impression. Hein? Peut la donner, du moins.
C'était le dernier livre. Gaston Bachelard, Roger Pilaudin. Entretien 1961. Document INA recueilli par Suzanne Legrand. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Collaboration technique, Daniel Vizien. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Archives 1947-1962. Cette semaine, la philosophie du non. Aujourd'hui, poésie et philosophie 1954. Lecture, L'œuf de Colomb de Francis de Miomandre 1955. Et tout de suite, sur le langage. Entretien de Gaston Bachelard avec Francis Janson 1951. Sur le langage, il est permis d'hésiter. De quel côté aborder en effet le problème en admettant qu'il y ait un problème? Devrons-nous nous préoccuper d'abord de la genèse du langage, ou de ses variations, ou de sa forme, ou de ses relations avec les autres modes d'expression humaine? Il semble que chaque question propose un plan d'investigation différent, un point de départ qui lui est propre. Nous commencerons par demander à M. Gaston Bachelard s'il ne lui semble pas que la meilleure méthode consiste à partir des faits, autrement dit, à considérer le langage comme un objet donné que nous rencontrons, qui existe. Il y a des hommes et ils parlent. Devant une telle multiplicité de problèmes que posent l'existence et le développement du langage, je crois que la tâche d'un philosophe est d'aller tout de suite à un caractère philosophique essentiel. Le langage est, par excellence, une valeur humaine. Il place l'être humain à un tel niveau de dignité qu'on ne voit guère comment on pourrait l'écarter de l'essence de l'homme. Concevoir l'état de l'homme avant le langage, c'est, me semble-t-il, poser un problème factice. Il ne sert de rien de se référer à l'acquisition du langage chez l'enfant. Les deux situations, homme sans langage, enfant qui ne parle pas encore, ne sont pas symétriques. L'enfant est un être qui a des dispositions au langage. Ces dispositions sont la marque d'une valeur humaine essentielle. Mais pourtant, les travaux sont nombreux qui cherchent à établir un lien continu entre les moyens d'expression, assez répandus dans le règne animal, et les moyens d'expression, peu à peu codifiés dans un langage humain. En fait, ce lien continu est toujours postulé. Il n'est jamais démontré. Et comment pourrait-il l'être si l'on se rend compte que le langage est une échelle de valeurs, qu'il réclame des intégrations successives? Le prince d'Orange dit un jour au philosophe Locke qu'il avait un perroquet qui répondait d'une manière sensée à ces questions. Locke n'eut pas de peine à prouver qu'on ajustait les questions aux réponses. En fait, le langage interrogateur est une instance psychologique plus tardive que le langage impératif et le langage indicatif. D'ailleurs, puisque nous évoquons le problème de la valeur de l'expression parlée, il faut se souvenir qu'on ne définit bien une valeur que dans une sorte de développement de survalorisation. Une valeur ne peut être statique et immuable. Un langage ne peut être maintenu sur la base de conventions fixées une fois pour toutes. On a justement écrit de nombreux ouvrages sur la vie des mots, sur l'évolution du langage. Mais il me semble qu'on n'a pas toujours donné à cette vie du langage toute sa positivité.
Il faut reconnaître que cette vie du langage est un type de vie humaine, de vie augmentative, de vie qui ne se contente pas de végéter. Bref, le langage est une valeur qui tombe toujours vers une survaleur. Vous attribuez donc une grande importance à une sorte d'activité créatrice qui donne vie au langage. Vous ne prenez pas comme simple activité de jeu l'activité littéraire qui apporte aux valeurs du langage un prestige particulier. Sans doute, mais peut-être est-il utile de faire sentir que le langage, en devenant prolixe, en affinant l'expression, aboutit à une sorte d'esthétique directe du psychisme. Le langage aux expressions multiples, mais tout le psychisme a un entraînement alerte. Il lui donne une vie abondante et mobile, vie qui est, même du point de vue psychique, une vie esthétique, une vie esthétisée. Il ne faut pas sous-estimer la joie de parler. Bien entendu, le destin de poésie qui entraîne tout le langage cultivé prouverait plus explicitement la thèse que je vous soumets. De toute manière, il est visible que le langage prend toujours ses valeurs maxima dans un effort de dépassement. C'est bien là le destin de l'homme tendu vers la survalorisation. Que la valeur esthétique du langage vienne de ce qu'il exprime des valeurs humaines, c'est certain. Mais ne peut-on pas dire qu'il vise encore plus haut, puisqu'il échoue à réaliser par exemple le rêve de Mallarmé, puisque l'identification ne se fait pas entre le verbe et le verbe avec une majuscule, puisque le mystique ne trouve que des voies détournées pour nous faire participer à l'expérience de son Dieu. Sans vous répondre sur ce problème de l'expérience mystique, sans aborder les problèmes de l'incommunicable, de l'ineffable, problème où il faudrait d'abord développer une ontologie du silence, il est facile de voir que le langage, dans nos sociétés modernes, est en quelque manière devant une constante nécessité d'invention. Dans une période où les inventions s'accumulent, il faut bien que les langages spécifiés se constituent d'une manière synchrone. Et je ne vise pas seulement là la nécessité de nommer les objets nouveaux apportés par les techniques. Il faut que ces techniques soient enseignées. On a justement parlé d'une grammaire de la physique. On dit souvent que les mathématiques sont un langage. Il se trouve que les mathématiques, langue bien faite, sont remarquablement idoines pour exprimer les faits scientifiques. Dans bien d'autres domaines, on peut voir que les sciences sont amenées à fonder des langues. Elles s'annexent de véritables fabriques de langues. Peut-on passer à la limite? Il faut toujours craindre qu'un processus humain s'automatise, qu'une philosophie s'immobilise en scolastique, qu'une poésie se durcisse en règles formelles et traditionnelles. Il faut alors retourner à la réalité, chercher un support matériel et vivant pour le langage. Cela permet une hiérarchie des langages. Ne serait-ce pas conclure dignement cette approche des problèmes du langage que de se demander, que de vous demander, quel est le plus digne, le plus valable, au sens que l'axiologie peut mettre dans ce terme, le plus valable des langages? Ou la réponse est-elle impossible? On peut s'étonner que je parle d'une imagination de la matière et que j'ai entrepris une si longue tâche de classification des images littéraires sous la vieille rubrique philosophique des 4 éléments du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Mais durant les 10 ans pendant lesquels j'ai étudié l'imagination sous cet angle
en apparence étroit, je me suis convaincu peu à peu qu'un homme cultivé assume un véritable tempérament d'imagination. Il a, cet homme cultivé, des images préférées, et cela est particulièrement sensible pour l'image littéraire. L'image littéraire est souvent tenue pour une image indigente et éphémère, mais c'est parce qu'on ne voit pas alors sa fonction linguistique. Car maintenant, dans les sociétés modernes, le langage écrit devient une instance psychologique spécifique. Il est alors visible que l'image littéraire est précisément un processus de dépassement attaché à la vie du langage. On peut copier un tableau, on ne peut pas recopier une image littéraire. Elle doit avoir une nouveauté radicale, une force de novation qui influe sur l'imagination du lecteur. Avec l'esthétique du langage étudié au niveau de l'image littéraire, nous voyons se présenter sur des thèmes bien définis l'intérêt de l'homme pour son langage. La clarté d'expression est sans doute une qualité première qu'un philosophe rationaliste doit puiser entre toutes. Mais voici que s'y ajoute la beauté de l'expression. Vous voyez bien que toute philosophie du langage doit aboutir à une doctrine des valeurs. Le poète solitaire, dans son effort pour renouveler la vision du monde, augmente la valeur humaine. Il y a des hommes, et ils parlent. Et nous-mêmes, voyageurs de la lecture, comment vivons-nous le récit de ce voyage arrêté dans le calme plat d'un océan qui a perdu son souffle? Gaston Bachelard, 1954. Toute poésie est surprenante. Elle est par essence une nouveauté du langage. Si simple que soit une image poétique, si particulière, si éphémère qu'elle soit, l'image poétique est sous le signe d'un dépassement de l'humain. Et le philosophe, si traditionnellement attaché à l'étude des rapports du langage et de la pensée, à l'étude plus profonde du logos et de l'être de l'homme, trouve l'occasion de minutieuses expériences ontologiques s'il essaie de déterminer la valeur de l'image poétique en fonction de son essentielle nouveauté. Saisie dans son fourmillement de création, la poésie est le moins passif de tous les arts. Elle ne copie rien, elle ne tolère aucune redite. Le poète, sans cesse, nous rend à la tentation d'imaginer. Lire un poète véritable, c'est sortir de la passivité de l'être, c'est vivre la surprise d'un dépassement du langage humain. Il semble que la poésie soit une sorte de folie consentie, une vacance de la raison et de l'expérience. Dans le Phèdre, Platon ne dit-il pas « Les biens les plus grands nous viennent d'une folie qu'un don divin nous a accordée ». Sur le simple plan de la psychologie, on doit reconnaître que la poésie est une réalité humaine éminente. En elle, l'inconscient flamboie. L'inexprimable sort de la prison de l'expression commune. Il semble que dans l'excitation dynamique qu'est toute poésie, l'homme se donne un devenir et qu'il devienne vite.
En somme, la poésie représente un des trajets d'humanité les plus rapides, les plus droits. Elle est, dans l'homme, le démon d'humanité. Elle exprime l'homme en se dégageant même des responsabilités de ce qu'elle exprime. Elle accepte toutes les imprudences. Elle est l'être même de l'exagération. Si le philosophe veut caractériser le dynamisme poétique, ne devra-t-il pas définir l'homme comme l'être qui exagère? Mais cette définition de l'homme n'est pas, tout compte fait, si mauvaise. La sagesse, l'expérience, la raison, la surveillance en nous et hors de nous, voilà sans doute bien des motifs pour arrêter la poésie première. Mais cela ne suffit pas. La plus cruelle, la plus incroyable des dialectiques s'est établie pour barrer les flots du poétique. Cette digue, c'est la règle. On a imposé des règles à la poésie. Quand je cherche un exemple où les contraires sont les plus patents, les plus violents, ce n'est pas le noir et le blanc, ce n'est pas la lumière et les ténèbres, ce n'est pas le bien et le mal que j'appelle, c'est le contraire de la poésie et de la règle. Sans doute, jamais des règles n'ont entravé un grand poète. Sans doute, malgré toute règle, la poésie éclate de transcendance, puisque, dans son essence, elle est un dépassement. D'ailleurs, une fois la vie poétique en action, la dialectique exagère heureusement toute énergie. La dialectique empêche tout psychisme de somnoler. Alors, dès qu'on vit l'exploit poétique, on sait bien qu'on ne le définit pas par ces obstacles. Le poète est en prise directe sur l'être même de la poésie. Comparé à l'être de l'image, le non-être de la règle est évident. Et quand le critique littéraire juge, à partir des règles figées dans l'histoire, des poèmes qui dépassent et la règle et l'histoire, on peut dire que le critique littéraire se crête du béotien. Le béotien est, dira le philosophe, le non-être de l'être poétique. Il y a donc un absolu dans l'image neuve. L'imagination est la moins conditionnée de toutes les puissances de notre être. Comme le dit Paul Éluard dans Les Sentiers et les routes de la poésie, les poètes sont toujours porteurs d'une imagination sans limite. Ainsi, avec l'éclat de l'éphémère, l'image poétique nous fait vivre l'être en intensité. Elle relève d'une psychologie du dynamisme. On le comprendra si l'on veut bien remarquer que le langage est, à lui seul, un des témoignages les plus nets de l'énergie psychique. La poésie est alors le langage dans son acte créateur. C'est elle qui donne l'animation la plus homogène qui soit au langage des hommes. On peut dire que lorsqu'il y a de bons poètes dans un pays, le langage s'y porte bien. Et quand le langage va bien, tout va bien. Tout est vivant, vivant au sommet de la vie. À elle seule, la passion poétique est une passion de la parole qui donne une animation à tout l'être humain. Celui qui consacre quelques heures par jour à la lecture des poètes s'en trouve vraiment tonalisé. Il en reçoit une leçon de liberté qui vivifie le corps et l'esprit. Paul Éluard dit encore, la poésie rend
à notre sang la couleur du feu. Et cette flamme est si pure, si essentielle, qu'elle éclaire toutes les finesses du cœur et de l'esprit. Joël Bousquet disait jadis, dans Le Meneur de Lune, le style d'un écrivain est un sixième sens. C'est ce sixième sens qui donne une telle unité aux œuvres d'un grand poète. Cette unité, comment n'émerveillerait-elle pas le philosophe? Le poète paraît livré à l'occasion, il accueille, il cherche la nouveauté. On peut croire que pour lui, le monde est un instable kaléidoscope. Cependant, voici que les images s'organisent. Le génie poétique est alors un véritable intégrateur des nouveautés les plus inattendues. Son imagination, son sixième sens, ne le trompe pas, ne le trompe jamais. La parole nouvelle se trouve être la parole vraie. La parole surprenante se trouve être la parole attendue, celle qui trouve tout de suite sa place dans la langue d'aujourd'hui. Le poète, ce songeur, par le seul fait qu'il est le plus actif des acteurs du langage, se place ainsi à la pointe même de l'actualité. Lecture L'œuf de Colomb de Francis de Miomandre. Gaston Bachelard, 1955. Les histoires de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb abondent. À force de patientes recherches, on croit tout savoir. Un historien nous dit le plan du bateau, un autre n'est pas loin de reconstituer le journal de bord, un troisième inclut dans le voyage la vaste politique espagnole de l'époque. Ayant tout lu, Francis de Miomandre a compris qu'il manquait à tous ces récits de voyages positifs le dynamisme même des rêves qui invitent au voyage. Dans son dernier livre, L'œuf de Colomb, Miomandre a vraiment doublé le voyage réel par un voyage imaginaire. Il a ajouté le juste poids de magie qui a soutenu l'aventure rationnellement préparée. Le poids des songes est si grand, la beauté des projets est si séduisante, que le lecteur est amené à douter de la réalité du voyage. D'abord, quand on est Christophe, un homme de passion, pourquoi quitter Barcelone, cette ville du bonheur? Pourquoi quitter les Catalanes qui sont, nous dit Miomandre, je cite de mémoire, belles comme des œillets et riches de fibres comme la panthère? De telles décisions ne se prennent point dans la seule lumière de l'intelligence. Et puis, Colomb ne peut guère partir sans le conseil des astrologues. Il faut consulter le ciel pour bien voyager sur mer. L'astrologue est un ami. Il modère les rêves. Il réduit l'exaltation des grands projets. Et quand les cauchemars s'accumulent dans les nuits fiévreuses, avant le départ, il donne cette confiture magique du monde imprégné de substances alchimiques qui rend calme et sommeil aux rêveurs d'infini. Alors, l'adresse psychologique de Miomandre est si grande que le lecteur ne saura jamais si le voyage de Colomb est un conte de sommeil dans une douce maison de Barcelone, ou bien si les souffrances sont réelles. Par exemple, quand un narrateur qui se croit positif nous décrit le long séjour dans la mer des Sargasses. D'où viennent donc ces images? Et nous-mêmes, voyageurs de la lecture, comment vivons-nous le récit de ce voyage arrêté dans le calme plat d'un océan qui a perdu son souffle? Pour moi,
je participe au récit parce que je connais, dans ma vie nocturne, le cauchemar des mouvements paralysés quand le corps, ce navire sur l'océan de la nuit, n'obéit plus à l'esprit, ce pilote de la volonté. Qu'est-ce que la mer des Sargasses? Miomond nous le dira en ces termes. C'est une espèce de marécage, un paquet d'algues pourrissantes. Dans cette mer des Sargasses, les rames sont inutiles parce qu'elles sont, dit Miomond, littéralement avalées par ces algues visqueuses. Le sens de cet arrêt, le sens de ces rames avalées, un psychanalyste vous le dira mieux qu'un géographe et un historien réunis. Et n'est-il pas frappant que ce cauchemar de la paralysie de l'aventure se dénoue parce qu'au réveil, quand le soleil vivant enflamme l'horizon, le matelot de vigie crie « Terre, terre !» Après le cauchemar, le réveil dans la vie vigoureuse, voilà la signification de la découverte de l'Amérique, d'après Francis de Miomond. En le lisant, on acquiert ce que j'appellerais volontiers un test d'irréalité. On se rend compte, par exemple, que tout récit de naufrage n'est, tout compte fait, qu'un cauchemar raconté. Pour dire toutes les valeurs dynamiques du livre, il faudrait suivre Francis de Miomond dans tous ses exercices d'intégration. On verrait alors comment la légende s'empare des fragments de réalité, comment les autres voyages de l'époque viennent s'intégrer dans le voyage de Colomb. Vespucci, rentrant des Canaries, apporte par exemple son tribut de hablerie. Et puis, ceux qui sont allés si loin, gardent-ils leur raison? Le barbier qui rasait Colomb dans son voyage, le barbier qui a ramené de son voyage une preuve tangible de sa conquête, une indienne à la peau cuivrée, ce barbier est la première victime de son histoire. À Barcelone, il passe pour un pauvre fou, pour un simple d'esprit, qui redit toujours la même chose. Mais c'est dans le détail de ce livre captivant qu'on reconnaîtra une sorte d'osmose entre Don Quichotte et Christophe Colomb. Colomb est plus près du réel parce qu'il tient caché dans sa cabine sa dulcinée catalane. C'est du moins un des ondits de l'équipage. Et il va de soi que de tels ondits doivent être incorporés dans l'histoire des grands hommes. Ils sont un élément de la dynamique de leur destin. Ainsi, le poète n'oublie rien. Il sait qu'un grand destin est une synthèse d'action, de pensée et de songe. Colomb, ce rêveur, a découvert l'Amérique parce qu'il a été fidèle à sa chimère. Son voyage réel, dès qu'il est ranimé par un poète, est un des plus beaux voyages imaginaires. C'était Gaston Bachelard, 1884-1962. Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard, bis, archive. Cette semaine, la philosophie du nom. Aujourd'hui, entretien sur le langage de Gaston Bachelard avec Francis Janson, 1951. Poésie et philosophie, 1954. Lecture, L'œuf de Colomb, de Francis de Miomond, 1955. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Bruno Nieftanski, Hervé Evano, Marc Hubert Floriot.